Guy-Philippe Goldstein, vous êtes donc enseignant-chercheur à l'école de guerre économique et advisor pour PwC. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question de l'impact d'une crise cyber sur la valorisation des entreprises. Quels sont les grands enseignements de votre étude? Alors merci pour l'introduction Hugo et merci également Pierre pour tous les éléments de rappel sur ce contexte qui est très dur aujourd'hui, qu'on a déjà évoqué, une augmentation de x4 du nombre d'attaques. L'ANSSI parle de x2,5 des grandes attaques de rançongiciel sur les entreprises d'une certaine taille. PwC évoque même une augmentation de x5 au niveau mondial des attaques sur les hôpitaux, etc. Donc on voit un tissu économique qui est effectivement très frappé aujourd'hui. Mais il faut rappeler qu'avant même la crise Covid, il y avait déjà eu une prise de conscience de la part de nombreux décideurs économiques. J'ai en tête le Global Risk Survey du World Economic Forum de Davos, ou également les analyses systématiques qui sont faites par la Banque d'Angleterre auprès des grands cadres de la City de Londres, qui rappelaient que dès la fin des années 2010, il y avait cette prise de conscience que le risque cyber est devenu l'un des 3 plus grands, parfois même peut-être le plus grand risque auquel est exposée l'entreprise. Et justement, donc, plusieurs études ont été menées. Alors, on va les voir directement à l'écran, avec toute une suite de très belles slides qui vont nous être présentées. Parce que ces travaux, et on va évoquer l'étude que j'ai pu avoir la chance de mener pour BC, eh bien, on démarrait déjà donc à la fin des années 2010. En réfère une étude que j'ai menée pour PwC, qui essayait de voir effectivement quel était l'impact des risques cyber, de l'incident cyber sur les entreprises cotées. Alors, je ne sais pas si ça peut passer à l'écran. Voilà, donc on va passer à la slide suivante qui montre le contexte, et puis donc à la slide d'après qui présente cette première étude que j'avais réalisée pour PwC, et qui montrait que dans 2/3 des cas pour des entreprises cotées, une trentaine d'entreprises entre 2007 et 2018, donc avant la crise Covid, eh bien dans 2/3 des cas, on le voit au bout de 21 jours de cotation, environ un mois, on était à une baisse moyenne des cours de bourse de moins 9%, donc la valeur patrimoniale de l'entreprise telle qu'évaluée par les analystes baissait d'environ 9%. Et puis après, il y avait en gros 2 destins. D'une part, dans 40% des cas, des entreprises dites non résilientes, à savoir, eh bien, elles n'arrivaient pas à absorber le choc et donc s'effondraient jusqu'à moins 20% de leur cours de bourse, de leur valeur patrimoniale au bout d'un an. Et là, on voit bien l'aspect de longueur de l'impact. Et puis, dans 23% des cas, on rebondissait, on était résilient. Résilient, ça vient du latin resiliare, rebondir. Et donc, on rebondissait à plus 6% comparé au cours de bourse avant l'incident. Alors ça, c'est pour les entreprises cotées. Et la réflexion qu'on a eue avec BC, c'est, OK, c'est bien les entreprises cotées, mais quid de toutes les entreprises non cotées, les PME, les ETI, qui forment le socle fondamental du tissu économique national, et est-ce qu'on a le même type d'impact? Alors, on s'est posé la question, on s'est dit, d'un côté, les entreprises cotées, souvent, ont des problèmes de réputation pour lesquels ils sont plus exposés, mais néanmoins, les entreprises non cotées, elles, souvent, ont moins accès au capital de long terme et à la dette de long terme, et également ont des profils de risque parfois plus forts, parce que la gouvernance est différente, on peut avoir des actionnariats qui vont prendre plus de risques, justement. Et donc la question de est-ce qu'on va être en fait dans des impacts peut-être égaux et peut-être même plus forts à ce qu'on a vu sur les entreprises cotées, s'est posée. La manière dont on a résolu cette question-là, comme on n'a pas de données puisqu'elles ne sont pas cotées, ces entreprises non cotées par définition, on est allé voir auprès de certains fournisseurs de données, comme par exemple Altares de Nebra Street, pour essayer de comprendre quels seraient les impacts économiques en termes de délai, de jours de retard de paiement d'une part, et puis surtout le score, la probabilité qu'une entreprise irait en recours à procédure collective, qu'il s'agisse d'une liquidation ou d'un redressement. Et donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est l'étude que nous avons menée sur 30 entreprises, 15 internationales, 15 françaises, et on regarde l'évolution de ce score de défaillance 1 mois, 2 mois, 3 mois après l'annonce d'un incident cyber, une annonce publique. Et là, de quoi on se rend compte? Bien, vous le voyez à l'écran avec la flèche rouge. En comparaison avec le secteur industriel qui est en vert, qui lui ne bouge pas trop,
au cours des 6 mois qui suivent, eh bien, on a une augmentation de ce risque de défaillance. Donc, sur ce panel de 30 entreprises, donc c'est petit, c'est très indicatif, mais ça donne un sens de ce qui se passe. Et en gros, une augmentation du risque de défaillance d'environ 50%. Bon, donc ça, c'est quand même déjà un premier résultat qui est très important. Sur ce panel, étranger plus France. Et là-dessus, on se dit, OK, on va aller creuser sur le panel France. Donc, il y a beaucoup moins d'entreprises, il y en a une quinzaine, mais on va non seulement regarder ce score de défaillance, mais on va également aussi voir l'impact sur les jours de délai de paiement, et puis on va même comparer avec des entreprises, des jumeaux statistiques, qui sont des entreprises comparables du même secteur, de la même taille. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on voit à la slide suivante. Donc, sur les entreprises, donc le panel strictement français. Et là, on voit quoi? On voit qu'on a un impact qui est plus rapide que ce qu'on a vu sur le panel mondial. À savoir que sur le panel mondial, il y avait donc cette augmentation qui arrivait entre guillemets à maturité, à acmé au bout de 3 mois. Là, c'est dès le premier mois, en fait, qu'on voit tout de suite une augmentation forte. Et puis au deuxième mois, déjà, on est arrivé quasiment à l'acmé de ce risque, de son impact économique. Et donc, on voit donc une augmentation très forte de ce risque de défaillance, comparé toujours au secteur qui est en vert. Et puis donc, on va voir, quand on compare, quand on regarde sur le nombre de jours de délai de paiement, c'est la slide suivante, et bien là, on se rend compte que là aussi, il finit par y avoir un impact relativement fort. Là aussi, une augmentation de 50%, en gros, des jours de délai de paiement. Alors, vous voyez, ça ne se fait pas tout de suite, mais ça, c'est dû à la manière dont Altares de Nebra Street calcule ces nombres de jours de délai de paiement, parce que c'est une moyenne courante sur 8 mois. Donc, il faut prendre un petit peu le temps que l'effet finisse par arriver pleinement. Mais effectivement, au bout du 4e mois, eh bien, on commence à avoir cet effet fort, et au bout du 6e mois, il devient effectivement très, très fort. Et toujours, on compare ça au secteur industriel très large. Et l'analyse supplémentaire qu'on a faite, c'est de le comparer bien, à des jumeaux statistiques, à savoir autour de 3 entreprises équivalentes, de la même taille, du même secteur. Et c'est ce qu'on voit dans la slide suivante. Et là encore, donc à nouveau on compare, on a notre impact sur le score de défaillance, et on voit que nos jumeaux statistiques qui sont en bleu, bon, ils ont une certaine variance qui s'explique à nouveau par cet échantillon qui est quand même relativement étroit. Donc on va varier entre du plus 10, moins 15, mais ça n'a rien à voir avec la variance qui ne va que dans un sens et qui est très profondément négative et d'une amplitude bien plus forte que l'on voit sur nos entreprises qui ont été victimes d'un cyberincident. Donc là encore, dans une démonstration qui est peut-être encore plus claire, quand je compare avec des jumeaux statistiques, des pairs, une vraie comparaison, eh bien on voit un impact significatif. Attention, à nouveau, on est sur des échantillons qui sont très étroits, donc l'impact, la valeur, la quantification en tant que telle reste encore, on va dire, à approfondir, et peut-être qu'il y aura des travaux complémentaires là-dessus, mais néanmoins, on voit que d'un point de vue, entre guillemets, qualitatif, il y a bien quelque chose de significatif qui se passe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça sur la valeur de l'entreprise, sa valeur patrimoniale? Alors, déjà, un premier point, c'est ce qu'on voit dans la slide suivante, c'est que derrière ce qui est en jeu, c'est cette augmentation de la probabilité de défaillance. Et on va dire, OK, donc on passe d'une probabilité de défaillance de 0,90% à 1,50, 1,60. Alors on va dire, oui, mais 1,60, c'est pas si élevé que ça. En réalité, lorsqu'on reprend les scores de défaillance, c'est un score qui est basé sur une échelle de 0 à 20, et les 10 premières notations entre 0 et 10, c'est entre 0 et 1%. En gros, lorsqu'on est entre 0 et 1%, on est dans un risque dit faible ou très faible. Dès qu'on passe la barre des 1%, on passe dans un risque dit modéré à élevé. Et c'est précisément ce qui se passe apparemment lorsque les entreprises sont frappées par ces incidents cyber. Et ça, le fait qu'on passe cette barre-là, eh bien, ça a une incidence significative sur la valeur patrimoniale de l'entreprise. Et c'est ce qu'on voit à la slide suivante. Et ça, c'est basé sur certains calculs qui ont été faits, par exemple, par un chercheur de la Stockholm School of Economics qui a essayé de voir le lien entre risque de défaillance et réduction de la valeur. Et donc, on a fait des comparaisons par rapport à ça, mais en gros, en se basant sur ces travaux de recherche,
on se rend compte que si on prend en compte ces nombres-là, il y aurait une réduction de la valeur de l'entreprise d'environ 8 à 10%. Ça donne un ordre de grandeur. Entre parenthèses, cet ordre de grandeur, il est assez comparable à ce qu'on a vu sur l'évolution des cours de bourse, qui elle-même est très convergente avec d'autres études, et sur le risque cyber sur le cours de bourse, et sur les grands effets réputationnels sur le cours de bourse, qui donnent en gros un peu le même étiage en termes d'impact. Ce qui nous permet de nous dire, bon, ce chiffre-là, entre guillemets, c'est un chiffre relativement indicatif, mais l'ordre de magnitude nous paraît relativement justifié. Alors, un dernier point par rapport à ça, et ça c'était donc un point important, donc l'entreprise perdrait entre 8 et 10%. C'est qu'est-ce qu'on a vu en gros dans notre panel, c'est la slide suivante. Et là, j'irai rapidement parce qu'on va reparler après de ces questions de résilience, mais qu'en gros, pour quelques entreprises, on a bien vu des faillites, à savoir des redressements judiciaires, voire même des liquidations. Et donc, il y a quelques cas, comme par exemple une entreprise américaine dans le recouvrement de créances dans la santé, qui sont des données très particulières et très régulées aux États-Unis, où là, il y avait des effets de mauvaise communication dans la crise et de mauvaise perception de l'incident. On a été trop lent dans la réaction. Et puis, comme on était très exposé sur des données très régulées, eh bien là, ça a été le choc maximal. Mais on a vu aussi également ça sur, par exemple, une petite PME française où on n'avait pas fait les sauvegardes nécessaires. Une petite PME dans la distribution de pièces de produits bruns. Et donc, on n'a pas fait la sauvegarde. Et là, entre guillemets, le compte fournisseur et les comptes clients sont perdus pour une durée qui est trop longue et l'entreprise est obligée de s'arrêter. Alors ça, ce sont quelques cas qu'on a vus, mais le cas le plus fréquent, et ça rejoint donc évidemment l'étude, les analyses chiffrées, c'est des difficultés significatives, puisque, comme on l'a vu, on passe d'un risque faible à un risque modéré. C'est ce qu'on a vu, par exemple, pour une entreprise de l'informatique dans le cloud de comptabilité aux États-Unis. Ce qu'on a vu également, entre autres, pour une entreprise française dans un écosystème industriel qui lui-même avait été touché. Et là, donc, on voit des difficultés qui peuvent être relativement significatives. C'est le cœur de l'étude. Et puis, ce que l'on voit à la fin, c'est dans certaines grandes entreprises, groupes, ETI, ces qualités de résilience qu'on va réévoquer et qui permettent de démontrer aux clients, mais aussi peut-être aux employés, que quel que soit le choc, on est capable de rebondir et on tient le coup. Et c'est ce qu'on voit, quelques éléments que je vais juste rapidement évoquer dans la slide qui suit. Cette résilience, c'est agilité et ouverture dans la réponse, donc il faut avoir des équipes actives, il faut aussi avoir beaucoup de qualité dans la communication et externe et interne. C'est ce qu'on a vu dans le cas de l'entreprise industrielle qui a été en France, qui a été résiliente, qui savait très bien communiquer auprès de ses partenaires, mais également auprès de ses employés. La capacité à absorber le choc, et ça, une des premières capacités, c'est la sauvegarde. Et puis la préparation au choc, comme le disait un camarade général de réserve, la résilience n'existe pas sans la préparation. Et là, c'est très important de se préparer, de se simuler, de se tester. Dernier point là-dessus, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, in fine, s'il n'y a pas de résilience, on perd en perception auprès de ses clients. Et donc, dans une économie qui va être de plus en plus numérisée, on va perdre dans des éléments qui sont aujourd'hui du domaine de la qualité industrielle. Et il faut bien voir que ce qui est en jeu dans le cyber aujourd'hui, c'est d'établir des standards de qualité industrielle. On voit d'autres pays ailleurs à travers le monde qui sont capables de le faire et qui, de la même façon qu'on disait avant, Swiss Made, vont être capables de dire, fait dans un pays à très bonne qualité cyber. Et ça va devenir un impact et un enjeu très fort pour le développement de notre tissu économique national. Merci beaucoup Guy Philippe pour cette présentation.